là, sur l'eau, quand on peut la récupérer. Quand on peut la récupérer, ça fait longtemps que je fais ça. Oui, pour récupérer l'eau, ça fait longtemps que je fais ça pour mon jardin et tout ça. Alors j'ai des réservoirs de 1000 litres, là, et c'est le toit qui remporte ça. Et puis ça arrose mon jardin. Quoi. Alors ça sert quand même à quelque chose. Quoi. Voilà. Par rapport au réchauffement climatique, alors évidemment, il y a toute cette accélération qui est provoquée par tout ce que vous avez décrit là sur les pollutions, mais on entend parler aussi qu'il y avait un réchauffement, on était dans une période de réchauffement climatique qui a été largement accéléré bien sûr, qui est parti presque en exponentielle, par rapport à ce qui était un phénomène déjà engagé. Est-ce vrai ou faux? Vous n'en avez pas parlé. Donc est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ce sujet? C'est vrai, il y a des phénomènes naturels. Comme je disais tout à l'heure, il y a eu des glaciations. Donc ça veut dire que le climat sur Terre, il peut changer sous l'impulsion de mécanismes parfaitement naturels. Comme par exemple la distance Terre-Soleil qui varie, c'est ça qui crée les glaciations. Les éruptions volcaniques importantes, qui mettent beaucoup de particules dans l'atmosphère, par exemple, peuvent assombrir effectivement l'atmosphère et créer un refroidissement temporaire. Et donc ça, c'est des choses qui sont parfaitement, disons, connues. Mais ce que je voulais dire, c'est que, peut-être là, juste revenir un petit peu à la courbe que je vous montrais tout à l'heure, la référence, voilà cette référence ici, là, ces modélisations, là, au début, là. On parle aussi du phénomène El Niño. Oui, oui, mais les modélisations, la ligne de l'horizontale, un peu la pseudo-horizontale verte, là, ouais. Elle intègre ces oscillations, El Niño, alors l'activité solaire aussi, crée des changements. Et apparemment, on était... donc normalement, c'est pris en compte dans les modèles, et la partie marron, c'est tous ces phénomènes naturels auxquels on rajoute l'apport de gaz à effet de serre. Mais c'est vrai que l'anomalie 2023, là, avec son 1,45, il y a la question de qu'est-ce qui cause ça, parce qu'elle est un petit peu hors norme par rapport au modèle. Donc la question de El Niño est sur la table. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens, normalement, El Niño s'arrête en août 2024. Donc il y a des chercheurs qui disent, si les 10 mois, la courbe après, là, vous savez, là, les 10 mois de suite où on est au-dessus qu'on a connu par le passé, si El Niño est impliqué, ça devrait s'arrêter en août 2024. D'accord ? Donc c'est une expérience grandeur nature, encore une fois, le changement climatique. Donc ça, c'est dit, si ça ne s'arrête pas, ça veut dire que on est sur une accélération dont même les modèles ont du mal à rendre compte. Et il faut bien vous avez peut-être noté tout à l'heure pour la situation de la France, vous voyez, les points noirs, c'est les mesures, et les enveloppes rouges ou roses, c'est les modèles. Et vous voyez qu'il y a certains points noirs qui sont au-dessus du modèle. Donc là, ça colle pas très bien. Il fait plus chaud en France que ce que nous prédit les modèles. Et là, il y a une autre, alors là, c'est là qu'apparaît une autre, parce que l'Europe est un endroit qui chauffe plus que même qu'elle devrait, de par sa position. Et vous avez peut-être entendu parler de ça il n'y a pas très longtemps, à la radio on en a parlé, c'est les aérosols, notamment les aérosols soufrés qui sont des polluants, notamment par les émissions de carburant brûlés, etc. On a pris des mesures, en Europe, on a des véhicules électriques, on a des pots machin catalytiques, etc. Tout ce qu'il faut normalement pour diminuer les aérosols. Le problème, c'est que les aérosols, ça assombrit, donc c'est plutôt, ça crée du froid, si vous voulez, entre guillemets. Et le fait qu'on ait des politiques de qualité de l'air assez drastiques en Europe,
ben, ça nous revient aussi à nouveau en pleine figure, parce qu'on enlève l'ombre créée par les poussières, si vous voulez. D'accord ? Vous voyez, quand il y a du sable du Sahara, vous voyez, quand l'air est très jaune, là, ben, vous sentez bien que le rayon du soleil, il ne vous arrive pas sur vous que quand il y a plein soleil. D'accord ? Donc, vous voyez, gagner de la qualité de l'air par rapport au changement climatique, je ne dis pas pour ça, pour qu'on brûle des saloperies, hein. Mais vous savez que parmi les solutions envisagées par les fous pour réguler le climat, c'est aller mettre des aérosols par avion dans l'atmosphère, les particules de sulfatées, là. Hein. Voilà. Donc, il est possible, d'ailleurs que sur les modèles, on voit ça en France, hein, la courbe des aérosols a diminué, donc ça crée un réchauffement rien que par la diminution d'aérosols dans l'atmosphère. Tout ça pour répondre que c'est un truc complexe dans lequel, effectivement, il reste quand même... les modèles, c'est pas parfait, on le voit ici. Hein. Ok, merci. Mais tous les mécanismes, normalement, sont sur la table. Bonjour. Donc moi j'ai une question. On parlait des solutions tout à l'heure, mais moi je vois un peu plus loin que la solution. Parce que en fait la contribution, elle ne peut pas être seulement à notre échelle, parce qu'il y a des lois à changer. Et du coup, en fait, ma question, c'est plutôt par rapport à cette situation où on se dit, bon, est-ce que l'État va peut-être un jour nous entendre sur certaines solutions qui marchent mieux que celles qui sont mises en place, qu'on soit scientifique ou... Enfin, ce serait même mieux d'avoir des appuis scientifiques pour... Mais du coup, les méthodes pour se faire entendre, personnellement, je commence à décourager par rapport à ça surtout. Mais je me demandais si vous aviez... je sais pas si vous aviez des solutions pour faire entendre les solutions aux politiques, ou si vous en aviez entendu parler, parce que personnellement, avec les manifestations, les voix des politiques qui du coup instruisent les gens et puis qui finalement ne se font pas toujours entendre non plus. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Moi, il y a deux solutions, il y a deux actions qui ne sont pas contradictoires. Hein. Il y a l'action de la révolte, hein, qui me paraît tout à fait légitime. Hein. Ou les actions sous le mandataire, ça, c'est parfaitement compréhensible. Et une autre action qui est de compréhension, qui ne s'oppose pas, hein, moi la révolte, ça ne me gêne pas, au contraire, parce que si je vous disais deux ou trois choses quand même, je ne vais pas amener ça, mais les grandes compagnies pétrolières, hein, Total, ExxonMobil, dès 1970, ils avaient dans leur compagnie des gens qui modélisaient, des modélisateurs, hein, qui faisaient cet exercice-là. Et déjà, vous trouvez des documents que je pourrais vous montrer, j'aurais pu vous montrer, qui prédisaient là où on est aujourd'hui. Donc déjà, c'est comme les gens du tabac, si vous voulez, l'industrie du tabac, elle savait que fumer donnait le cancer. C'était su par eux-mêmes, si vous voulez, mais il y a du business, ils étaient pris dans le profit, etc. Et l'industrie pétrolière, c'est la même chose. Donc dès 70, ils savent. Dès 70, vous avez le Club de Rome qui fait le fameux rapport Mido, qui parle de, l'effondrement, si vous voulez, de nos systèmes économiques, etc., qui est prévu dans les années 2030, hein, pour ne pas dire, avec des problèmes de la pollution va devenir ingérable, donc les coûts financiers du réchauffement climatique, ça va être ingérable, les inégalités vont se télescoper, etc. C'est écrit, hein, je veux dire, et les scénarios construits à l'époque, vous verriez comment ça match avec ce qui se passe, c'est impressionnant. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dans le même ordre d'idée ce matin, il y avait, je vous l'ai montré, parce qu'ils ont parlé de ça à la radio, là, je vais vous montrer ça, c'est les études économiques qui montrent qu'on va payer beaucoup plus cher le fait de ne rien faire que le fait de faire quelque chose. Donc j'ai l'article, je vais vous le montrer. Donc ça, les politiques, ils ont tout ça hein, sur la table, hein, c'est évident. Mais je vais vous montrer aussi d'autres choses. Voilà, c'est ça. C'est ça qui était question à la radio ce matin. En fait, c'est les années toujours qui passent et
l'axe vertical, c'est le coût, finalement, de ne rien faire, si vous voulez, le coût des dommages créés par le réchauffement climatique. D'accord ? La courbe verte, là, ce qui est vert, qui coûte, c'est ce que ça nous coûterait de nous mettre sur la trajectoire 2 degrés, en gros, l'accord de Paris. Vous voyez ? Ça nous coûterait ça, hein, les chiffres, on s'en fiche. Et vous voyez ce que va nous coûter, finalement, le fait de ne rien faire. Hein, c'est la courbe qui plonge vers le bas, ça c'est le plus 4 degrés. Vous voyez ? Et la courbe qui s'horizonte en bleu, là, ça c'est l'accord de Paris. Donc si on va à 2 degrés, on va payer quand même, parce que déjà aujourd'hui on a des catastrophes, des tempêtes, etc. Mais vous voyez que entre le scénario accord de Paris et le scénario à 4 degrés, là, vous voyez que c'est en 2050 qu'on décroche vraiment, et c'est là que, si vous voulez, le coût de ne rien faire aujourd'hui, qui est, vous voyez, pas si, pour être à 2 degrés, c'est la courbe verte, c'est pas beaucoup, hein, et ben, il va se payer très fort en 2050. Mais l'horizon politique, il n'est pas à 2050. Hein. Macron, Le Pen, c'est les élections européennes, c'est 2027. Vous voyez, d'une part, et d'autre part, ils ont quoi comme levier en main? Qu'est-ce qui leur reste comme levier en main, hein? Quand vous avez, je répète, les grandes compagnies pétrolières, c'est des ensembles mondiaux. Vous voyez, donc c'est compliqué, quand même, mais ils savent tout. Enfin, tout est sur la table. Hein. Depuis 70, je dis. Là, ce matin, ça, c'est la manifestation. Et alors, dans ce même article, il y a quand même un truc très très intéressant, c'est ça. Hein, c'est la perte de bien-être, si vous voulez, économique des populations. Hein, c'est votre perte de revenus, tout simplement. Hein. Ça va nous coûter à nous tous. Hein, primes d'assurance qui vont exploser. Enfin, on va perdre. Hein. Alors c'est 2050. Pour moi, c'est trop tard. Enfin, je ne connaîtrais pas ça, mais mes enfants, ils connaîtront ça, mes petits-enfants aussi. Et là, ce que vous avez ici, c'est... Vous voyez, ça, c'est la responsabilité des pays dans les 500, les 480 ppm de CO2 qu'on a aujourd'hui. Vous voyez ? Donc les pays qui sont en jaune, ils ont rien, c'est les pays d'Afrique en gros. Ils sont pour rien dans ce qui se passe, mais c'est eux qui font perdre le plus. Vous voyez ? Parce que nos sociétés développées, on a des compagnies d'assurance, on a de la technologie, on a etc. On va perdre, évidemment, mais on va perdre beaucoup moins qu'eux qui n'y sont pour rien. Donc, on rajoute au plan politique la question de l'équité et de la responsabilité, et là, vous êtes dans un imbroglio incroyable. Je ne dédouane pas les politiques, hein, mais la situation d'aujourd'hui, pour débroussailler le problème, elle est quand même pas évidente. Hein. Mais néanmoins, ils ont la responsabilité prise par les politiques. Quand on voit ce genre d'informations qu'ils ont sur la table depuis ce matin, elle est très lourde, quand même. Très très lourde. Il y a René Dumont aussi. Oui, donc, mais vous voyez que ces précurseurs anciens, ils ont disparu de la scène aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est, je sais pas, on est dans une telle angoisse, à mon avis, hein. C'est mon interprétation, on est dans une telle angoisse, comment dire, inconsciente, mais là que la paralysie ou l'agressivité prennent le dessus. Hein. Parce que là, c'est la peur quoi, qui est la meilleure. Enfin voilà, je voulais vous montrer ça parce que ça complète la question. C'est-à-dire que tout est sur la table, depuis longtemps. Donc vous pouvez dire que la responsabilité des politiques du monde entier, elle est énorme de ne rien faire. Donc excusez-moi, juste pour résumer, du coup pour vous, la solution, c'est la révolte. Et la révolte est... Non, mais d'après ce que j'ai compris, c'est ça, ce serait la révolte. Et non, mais je sais pas, c'est ce que j'ai entendu. Oui, mais vous avez... Non, je pense que face à tout ce que je raconte et tout ce qui est sur la table, la révolte, pour moi, elle est parfaitement compréhensible. Parfaitement. D'ailleurs, c'est même étonnant qu'il n'y en ait pas plus. J'ai presque envie de dire ça. Mais c'est parce que tout le monde a peur, en fait.
Et je vais finir juste sur une chose, je ne sais pas si vous connaissez l'association Laser, enfin pas l'association, mais je ne sais pas si c'est une association, c'est une structure qui s'appelle Laser. C'est l'association de zététique pour une écologie responsable, et ce sont des gens qui filtrent les informations dans les discours des écolos pour faire en sorte que les discours soient crédibles quand ils remontent. Voilà, c'est-à-dire que parfois il peut y avoir des arguments qui n'ont pas été vérifiés, qui n'ont pas assez de chiffres, qui n'ont pas assez de preuves, ou alors qui sont biaisés par du New Age. Donc du coup, cette association-là, elle permet de faire ça. Donc je sais pas, je me dis peut-être recrédibiliser aussi les discours écologiques, ça pourrait être... de certains discours écologiques qui peuvent être trop... La question, c'est surtout pour moi l'action, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Parce que je pense que tout le monde sait, plus ou moins, les gens sont quand même intelligents, ils voient les choses, ils vivent les choses. L'été 2022, tout le monde l'a vécu, je veux dire, les gens ne sont pas fous. Hein. Par contre, ils sont tétanisés quand même par l'imbrication de tout. Tout est imbriqué dans tout. Donc, c'est pas uniquement moi je change, je sais pas, c'est la nourriture, c'est ce que je mange, c'est là où je vais, comment je me déplace, comment je me soigne, enfin, comment je me chauffe, moi et mes enfants, etc. Vous voyez ? Donc c'est une remise en question, ce que je disais. En plus, encore une fois, j'insiste sur cette idée que la quête, c'était le bien-être, c'était mieux vivre, c'était la vie en bonne santé, c'était une vie heureuse, entre guillemets. C'est quand même ça, la quête. Hein. C'est quand même dingue. Faut regarder les choses sous cet angle-là pour trouver des solutions, à mon avis. Hein. S'interroger sur la question du bonheur, la question de l'accomplissement de sa vie, etc. Mais pour l'instant, 8 milliards de personnes avec des situations sociales aussi diverses que celles connues, pour les amener tous à s'interroger comme ça et à trouver collectivement une solution en disant finalement la fuite en avant, etc., ça me rend pas spécialement heureux. D'être sur mon smartphone à longueur de journée, je suis pas spécialement épanoui. On n'est pas là. Hein. On n'est pas là. Hein. On peut pas en être là, en plus, je crois. Enfin bon, voilà, donc... bon, il faut y aller, et puis moi, faut être pas d'accord, faut pas hésiter à dire moi je suis pas d'accord. Voilà, il faut débattre, il faut s'affronter presque. Hein. Merci beaucoup. Bonsoir. Deux petites choses. La première, oui, c'est su depuis très longtemps, et je crois qu'aujourd'hui, l'ONU a montré son non-pouvoir absolu, puisque ça fait maintenant un certain temps que le secrétaire général de l'ONU n'arrête pas de dire il faut agir, mais qu'il cause dans le vent, quoi. Bon, sur ce sujet-là, comme sur bien d'autres, l'ONU aujourd'hui est complètement dépassée, quoi. Et la deuxième chose que je voudrais dire pour revenir sur la quantité d'eau, il est à peu près dit qu'on consomme en moyenne 150 litres d'eau par personne, ce qui est déjà pas mal. Mais ça, c'est ce qu'on consomme réellement, directement. La consommation réelle de nous, c'est plutôt 5000 litres d'eau par jour. Oui, 5000 litres d'eau par jour, parce que vous ne vous rendez pas compte que quand vous mangez un beefsteak, vous prenez beaucoup de litres d'eau. Quand vous achetez un t-shirt, vous prenez beaucoup de litres d'eau. Quand vous prenez un jean, quand vous avez votre smartphone, c'est beaucoup de litres d'eau. Et donc, sans s'en rendre compte, on dépense individuellement 5000 litres d'eau, dont certaines sont utilisées directement ici, mais la plupart de l'eau que vous utilisez, que nous utilisons, pour les smartphones ou pour les t-shirts, elle est produite en Inde, en Afrique, ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est de l'eau qui est utilisée par les Européens, où, a priori, on n'a pas trop de problèmes d'eau, au détriment de pays qui sont déjà, pour la plupart d'entre eux, en déficit d'eau. Hein. Je pense, par exemple, les t-shirts qui sont faits en Éthiopie, des pays où l'eau n'existe quasi pas, et pourtant, c'est eux qui prennent l'eau pour nous.
Donc voilà, c'est-à-dire que dans une vision globale, il y a plein de sujets qui vont beaucoup plus loin que ce que l'on voit, et que c'est vraiment au niveau mondial qu'il faut qu'on arrive à avoir une réaction, une réflexion complète. Ça confirme, ouais, je suis entièrement d'accord. Hein. Les émissions importées de CO2, les consommations importées d'eau, c'est évident. Dans ces pays-là, ils utilisent ça pour se développer, faire du commerce, etc. Donc eux-mêmes, ils se tirent une grosse balle dans le pied. Hein. Donc, tout le monde se tire une balle dans le pied dans l'affaire, au final. Hein. Ouais, bonsoir. Vous parliez business tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'on risque de voir apparaître en Europe la marchandisation de l'eau comme ça existe déjà en Australie ou en Californie, avec effectivement un marché où les gens échangent des droits à consommer selon leurs ressources et non pas leurs besoins, quoi. Non, parce que c'est dur, parce que j'ai été vachement déstabilisé. J'ai vu le film Ma base sur l'eau, justement, qui était passé, que j'ai chez moi, si ça vous intéresse une fois de regarder ce film. Il dure 1h30, c'était passé sur LCP. Là. Justement, ça parle de ça, hein, avec l'Australie en pleine ligne de mire. J'avais été très étonné de voir des associations environnementales qui étaient pour. Alors, ça m'a déstabilisé personnellement, sous l'angle que, je pense, ce qu'ils voyaient, c'était un aspect de régulation. Le marché, c'est toujours ce qu'on dit, la vertu du marché, hein, c'est la régulation des usages. Par rapport au bien commun, avec la fameuse tragédie des communs, hein, où tout le monde amène son âne dans le pré commun et tout le monde bouffe l'herbe jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, parce que c'est commun, quoi. Et les tenants de l'économie, ils vous disent, si on met un prix, à ce moment-là, le prix va réguler l'usage plus efficacement et évitera la tragédie des communs. Donc j'ai pas beaucoup de réponses à votre question, parce que ça m'a beaucoup déstabilisé cette histoire. Je pense qu'on n'en est pas là, parce que je pense que ce que j'ai vu, c'est le business anglo-saxon. Je pense que c'est quand même orthogonal par rapport à notre façon de penser, nous, latins, européens. Donc je ne crois pas. Bon, nous, on a vu dans nos collectivités les Veolia, les SOR, etc., qui sont plutôt mis dehors, et la reconquête, finalement, de la gestion de l'eau par les collectivités elles-mêmes. Donc du coup, vu sous cet angle-là, on voit plutôt le mouvement inverse. Hein. Voilà. Mais je ne sais pas quel est l'avenir, mais encore une fois, perturbation en ce qui me concerne de ce discours d'association qui était plutôt pour. Je ne sais pas si vous avez une idée, une vision des... Alors c'est un débat que je veux bien mettre sur la table, hein, parce que comme ça, parce qu'il ne faut pas qu'on soit tous d'accord. Hein. Moi par rapport à des questions comme ça, je suis assez traversé, effectivement. Alors il y a le marché complètement délirant, business pour business, quoi, mais on sait bien que ce qui est gratuit, les gens, ils se précipitent et ils y vont et ils pillent. Voilà, quoi. Et quand il faut payer quelque chose, là déjà, on réfléchit à 2 fois. Vous voyez ? Donc là, c'est pas la privatisation, mais c'est quand même l'idée que le marché, entre guillemets, ou la monétarisation d'un bien, y compris commun, peut avoir des vertus protectrices pour le bien en question. D'accord ? Et je voudrais aussi rappeler quand même, on parle du bien commun de l'eau, mais il y en a un autre dont on se fout complètement dans nos activités, c'est le bien commun de l'air. Hein. Je rappelle le réchauffement climatique, les gaz à effet de serre, l'atmosphère, on a besoin d'eau, on a aussi besoin de respirer, quoi, hein, et de survivre à la chaleur. Et là, tout le monde se fout complètement de savoir ce qu'il fait au bien commun atmosphérique. Tout le monde s'en fout. Donc, je veux bien qu'on ouvre le débat sur la question bien commun pour vous égale gratuité, égale gestion collaborative gratuite, ou est-ce que vous pensez qu'un prix, voilà, moi j'ai pas d'opinion arrêtée sur la question, mais je vous avoue que je m'interroge.
Mais on la paye déjà, l'eau. C'est pas grave. Elle n'est pas gratuite, on la paye. Ouais, là vous parlez de l'eau du robinet. Oui. Ouais. Là je pense qu'on parle plus de la ressource, si vous voulez, c'est-à-dire privatiser une rivière, privatiser, Ah oui. vous voyez, une retenue d'eau, etc. On ne parle pas effectivement de... Parce que moi je trouve normal de payer mon eau du robinet, à partir du moment où il y a une infrastructure qui m'amène l'eau chez moi au robinet, il faut bien que cette infrastructure, il faut la payer, il faut l'entretenir, etc. Et l'eau aussi, vu ce qu'on lui fait subir par ailleurs, tous collectivement, il faut bien un petit peu la traiter. Donc moi payer de l'eau, puis rappelons-nous, c'est combien le prix de l'eau, c'est 3 ou 4 euros le mètre cube. Un mètre cube, c'est 1000 litres. Hein. Donc vous divisez, ça fait combien de centimes d'euros? 3 centimes d'euros au litre, c'est ça? Ou 0,3 centimes. Bon, regardez ce que vous achetez au litre et comparez les prix. Vous verrez que l'eau, c'est pas cher. Quand vous allez au robinet, c'est pas cher. J'entends que ça pèse sur les ménages. Mais il faut relativiser les choses, quoi. C'est-à-dire que 1 litre d'eau, c'est 0,3 centimes au robinet. Oui, puis on n'est pas sur des prix on est sur des prix régulés et pas sur des prix qui augmentent en fonction du marché. Ouais. Donc la question du haut bien commun, c'est pour ça qu'on m'a demandé, la commande c'était au bien commun, je l'ai marqué, mais pour moi j'ai un gros questionnement sur cette idée de haut bien commun. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là, en termes de gestion et de protection de la ressource? Il y a déjà des sources d'eau qui sont déjà privatisées, les sources Perrier, elles sont déjà plus un bien commun. Non, je dis, les sources d'eau minérale, elles sont déjà privatisées, elles sont déjà sorties du bien commun. Donc on peut avoir un effet, un comparatif, parce que si ça reste ou pas, ça donne déjà une idée de ce qui se passe quand elle est privatisée. Là, la question, c'est effectivement, vous avez parfaitement raison. Le problème, la petite différence avec ce qu'on discute peut-être, c'est que là, c'est un propriétaire, c'est Nestlé Waters qui a l'eau et qui la vend. Là, on parle peut-être de mécanismes de régulation qui font appel à payer, où il y a plus, vous me direz, oui, j'achète de l'eau en bouteille, je ne sais plus où je vais là. Mais le sujet est important. Hein. Le sujet du bien commun et comment on le gère, comment on le régule. Gratuité, il y a de la loi aussi. Hein. Ça peut être, on peut aussi restreindre l'accès par la loi. Hein. C'est-à-dire, par exemple, au Mont-Saint-Michel, maintenant, vous ne pouvez plus y être. On fait en sorte que il y a moins de monde, on interdit l'accès. Hein. Mais alors à ce moment-là, la question est sur quelle base, au nom de quoi, avec quel levier, etc. Vous voyez, bon. Mais ça, c'est des vrais sujets. Hein. Je vous encourage à les mettre sur la table. Mais alors, je m'assois avec vous parce que je veux pas rester là. C'est pas moi contre vous, c'est tous ensemble. J'ai une question de géographie. À ma connaissance, d'après ce que vous m'avez dit, la Bretagne va manquer d'eau. La Bretagne est une péninsule avec d'un côté un océan, de l'autre côté une mer. Est-ce qu'on n'a pas des solutions de ce côté-là? Il y a des... Avant de vider un océan, il va se passer un petit peu de temps quand même. Non, mais la question c'est l'énergie. Ça vient de dire à côté de moi. C'est la question de l'énergie, il y a la question des saumures aussi qui sont réarquées. Bon, vous allez me dire, c'est vrai que c'est vaste et que ça peut absorber. Et puis il y a ce qu'on dit toujours, c'est-à-dire que c'est des fuites en avant. Mais bon, là c'est pareil. Il y a des moments, on est coincé. Moi je suis pas... comment dire, c'est comme avec l'agriculture. Moi je pense qu'on ne peut pas toujours systématiquement, quand vous avez des gens qui dépendent dans l'activité, dépendent de l'usage de l'eau, que vous arrivez, votre activité, la mienne en particulier, ne dépend pas de ça. C'est pas évident, je trouve, de dire comme ça, ex abrupto, non, vous ne prendrez pas d'eau, etc. Voilà. Il faut quand même entendre les demandes. Donc, en ce qui concerne ce que vous dites là, dans les îles bretonnes, c'est déjà le cas, en 2022. C'était déjà le cas.
parce qu'effectivement, ils n'avaient pas de ressources locales, avec pas beaucoup de pluie, pas de souterraines, et puis un afflux de population l'été, effectivement. Il y a beaucoup de rejets aussi. Voilà, il y avait beaucoup de rejets. Il y a la question effectivement du coût énergétique. Bon. Mais c'est sûr que ça fait partie des débats qu'on peut tous avoir et on peut ne pas être d'accord et on peut échanger des arguments et essayer de passer des contrats entre nous. Vous voyez, non mais c'est vrai, passer des sortes de contrats en disant bah oui ok le droit est donné mais sous conditions, sous limite, parce qu'on ne peut pas y arriver autrement, je pense. L'agriculture, pour moi, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que, encore une fois, si vous voulez faire du haricot vert de plein champ en Bretagne, si vous arrosez vos haricots verts l'été dans votre jardin. Donc c'est normal que l'agriculteur ait des ressources en eau si vous voulez manger des haricots verts sur le soleil l'hiver. Ou alors, il faut arrêter de manger des haricots verts, voilà. Oui, mais tout ça c'est dans le contrat. C'est dans le contrat. Donc, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Vous avez raison. Donc, si moi je veux des haricots verts en hiver, bon, bah, je peux entendre que l'agriculteur qui les produit, lui, il dit moi j'ai besoin d'une ressource en eau l'été. Moi je vais lui dire, bon dans ce cas-là, ouais, on va faire attention, on va pas faire une grosse méga bassine, on va faire une retenue de la taille humaine, on va voir si elle se remplit bien correctement, voilà. Mais je pense qu'il faut entendre, parce que entendre ce qui pèse sur les uns et les autres, et nous, de même que faut entendre la colère écologique, à mon avis, hein, la colère de la jeunesse, parce qu'elle, quand elle voit ça, c'est normal d'être en colère. Bon, il faut l'entendre. Il y a des choses entendables et d'autres beaucoup moins entendables. Il y a des choses qui sont très peu, il y a des choses qui sont entendables et d'autres qui sont beaucoup moins entendables. Et quand vous parlez du bien commun, et que quand c'est du bien commun, de toute façon, dans ces cas-là, il est pillé, parce que tant que la valeur qui est inculquée à tout le monde, c'est la valeur argent, qui est la première, de toute façon, c'est pas possible. De toute façon, c'est pas possible. C'est-à-dire que les grosses entreprises veulent être encore plus grosses tout le temps, et c'est une course au profit qui fait que ça nuit à tout. C'est peut-être un peu dur, mais c'est vrai qu'on est tous des fois hyper sensibilisés à tout ça, et en fait on parle de tout, on échange sur les petits trucs, c'est-à-dire la douche qui coule froide pendant 10 minutes, qu'on ramasse l'eau, enfin on a tous nos petits trucs. Moi c'est très très gentil, on se donne bonne conscience, c'est très bien, mais tant qu'il n'y aura pas quelque chose de beaucoup plus global, politiquement, voilà. Et ce qui me rassure quand même un peu quelquefois, mais enfin, si tant est que c'est rassuré, c'est que la justice condamne. Et que peut-être à la longue, à force de condamner la justice, il y a peut-être des gens qui, même en étant politiques, ne vont pas voir à court terme, à 5 ans ou à 3 ans. Voilà. Ouais. Oui, je voulais répondre dans un premier temps à la question au privé et au public. Pourquoi Vittel, ils vendent l'eau beaucoup plus cher, il a privatisé une ressource qui fait partie du bien commun de la nation. Je dis qu'on a des syndicats d'eau potable en France qui gèrent une eau collective, et il faut se battre pour que ces syndicats perdurent et puissent être en mesure de distribuer de l'eau de qualité au robinet. Hein, bon, moi je suis hydrogéologue de formation, j'ai travaillé sur ces questions-là pendant toute ma période professionnelle, et par exemple j'ai été un peu, avec d'autres bien sûr, à la réflexion de la mise en place des bassines dans le sud Vendée, dans les années 2015, hein, où à cette époque-là on se posait déjà la question de la ressource en eau, et on nous avait demandé de définir les volumes exploitables de cette ressource pour que la surexploitation de cette ressource, qui était le cas à l'époque, ne vienne pas porter préjudice au Marais Poitevin. Donc, de là est née l'idée de
créé des bassines pour stocker l'eau qui était en surabondance l'hiver, qui provoquait des inondations dans le marais Poitevin. Cette eau-là, on pouvait la conserver, donc d'où l'idée de bassine. Bon, à l'époque, on a fixé un volume, c'est-à-dire que je suis remonté à une historique plus ancienne, toutes les plaines là, de Luçon, Fontenay-le-Comte, c'était des plaines où c'était des vrais paillassons l'été, parce que c'était des terres séchantes, et justement, les fermes, c'était surtout des fermes d'élevage. Quand l'herbe était complètement sèche dans la plaine, mais ils allaient dans le marais, où il y avait de l'humidité, et ils avaient des herbages pour nourrir leur bétail. Mais dès que le développement de la recherche d'eau s'est fait dans le sud Vendée, en premier lieu pour l'eau potable, on a mis en place des captages qui ont permis d'alimenter en eau en pompant dans la nappe, dans les nappes du sud Vendée. Et là, on s'est rendu compte que, effectivement, en surface, les terres étaient très sèches, mais sous les pieds des agriculteurs, il y avait de l'eau en abondance. Donc de là a démarré l'irrigation. Et à l'époque, les gens disaient ah ben, il y a de l'eau autant qu'on en veut, on peut y aller comme on veut. Sauf qu'après, ben, tout le monde s'est mis à irriguer. Et ça posait des problèmes parce que l'agriculteur qui a fait un forage pour irriguer, il a irrigué 20 hectares de maïs. Il s'est rendu compte que ça marchait bien, qu'il gagnait de l'argent. Donc après, il s'est dit, ben, pourquoi je ne vais pas faire 40 hectares de maïs? Et ainsi de suite. Et le problème, il vient de là, c'est que si on se satisfaisait d'un volume raisonnable, ça irait. Mais puisqu'on gagne de l'argent, ben pourquoi pas en gagner plus? Et là, le problème, et c'est le problème aussi de toute notre société, c'est-à-dire que pour revenir alors, à l'autre sujet qui est le CO2, ben, c'est pareil, il faut qu'on réfléchisse à un autre mode de vie en société et de déplacement. Les déplacements en avion, qui sont à l'origine quand même d'un pourcentage non négligeable de production de CO2 dans l'atmosphère, eh bien, ça a baissé pendant le Covid et maintenant on a dépassé la situation avant Covid. Ça veut dire qu'on repart de plus belle et les constructeurs d'avions n'arrêtent pas de faire des contrats pour construire de nouveaux avions. Donc, il y a quand même un problème de société à se poser et qui n'est pas neutre, quoi, hein. Et quand on voit que l'avion, ça coûte 3 fois moins cher, voire plus, que si on prend le train pour aller d'un point A à un point B, c'est pas logique. Donc, après ici. Ce qui est bien en plus, c'est que je pense que vous montrez bien que certains sujets, la cristallisation sur ces sujets, elle peut venir d'autres d'ailleurs. Finalement, je pense que la question des bassines, c'est aussi la colère face à l'inaction globale, quoi. On saisit ça parce qu'effectivement, c'est un emblème qui est légitime, mais il y a une colère. Enfin, on peut pas. Moi, je comprends pas le train. Si vous comprenez ce qui se passe par le train en Bretagne, moi, je prends le train tous les jours, mais il se passe rien au niveau du train. Je veux dire, il y a toujours pas plus de lignes de chemin de fer, toujours pas plus de trains. On parle de faire autour de Rennes et de Nantes des espèces de RER, je sais pas quoi, Macron, mais vous voyez le début de ça, vous? Non? Par contre, les 4 voies, les autoroutes, les machins avec les embouteillages, on le voit tous les jours. Donc, si vous voulez, si vous n'êtes pas en colère face à des trucs comme ça, en se disant des choses aussi évidentes qui nous sont dites depuis 20 ans, ouais, on va développer le train, etc. Mais ça se fait à une vitesse d'escargot, quoi. Franchement, hein. Pas du tout à la hauteur des enjeux. Donc, comment ne pas être en colère sur dès qu'on voit les bassines se mettre en place, même si ça va cristalliser toute cette colère. À la SNCF, il y a des prix. Le fret. On va faire des camions.
De moins en moins de mois. Ça fait 3 ans. J'avais une toute petite question, mais qui est complètement annexe. Mais dans un des tableaux que vous nous avez montré, là où il y a la carte du monde global, avec les réchauffements, où on voit que le pôle Nord réchauffe beaucoup, là, il y a un petit truc qui m'a inquiété, parce que tout près de chez nous, là, dans la mer, c'est tout bleu. Donc ça ne chauffe pas du tout. En dessous du Groenland. Pourquoi c'est... Ça, je sais pas. Je sais pas. Bon, c'est pas homogène, on peut tout savoir. Non, mais on peut... Alors, j'ai pas... Non, mais il faut pas oublier qu'il y a des glaces quand même qui fondent, hein, et qu'avant d'être chaude, le passage de la glace qui fond chaude, c'est l'eau froide. Hein. Enfin, je dis pas que c'est ça, hein, mais il faut regarder les choses. C'était quand même un grand... Oui, oui, les taches bleues, bah, ça, le réchauffement n'est pas homogène, hein, c'est clair. Je sais pas, mais il n'est pas complètement homogène. Hein, il y a un peu de complexité. Bon, ben... Et quid des... C'est une question complètement subsidiaire. Quid des fuites? On dit que les réseaux... Pardon. On dit que les réseaux, les canalisations, les réseaux sont en très mauvais état, qu'on perd énormément d'eau. Est-ce vrai? Chaque fois que je fais une réunion où j'entends où c'est dit, et qu'il y a des gens, Rennes Métropole ou autre monde, ça doit être pareil, qui connaissent le sujet, ils disent c'est pas vrai, quoi. Ils disent c'est 15% maximum. Ouais, j'entends ça. J'entends que c'est pas globalement. Il faut pas chercher là-dedans une solution immédiate à nos problèmes. Voilà. C'est ça que j'entends de la part des professionnels. Oui, il y a eu beaucoup d'efforts de portés par les collectivités pour réduire ces fuites d'eau. Et un réseau d'eau potable qui a entre 10 et 15% de fuite, c'est un très bon réseau. Hein. Alors, il y a d'autres syndicats qui ont des fuites beaucoup plus importantes, mais globalement, il y a, depuis une vingtaine d'années, il y a une conscientisation autour de ce problème-là, et ça a été pris en compte par les syndicats d'eau. Ouais, dans l'Ouest, c'est plutôt satisfaisant. Bon, après, c'est ce qu'on dit. On peut toujours faire mieux. Mais la marge de progrès, le levier est faible. C'est pas là qu'on va gagner les manques. C'est ce que j'entends à chaque fois, vous confirmez ça. Et pourtant, il y a des investissements effectivement à venir aussi. Il faut un remplacement régulier. Hein. Je vous donne investissement comme sur la courbe, là. Vous voulez faire les investissements maintenant plutôt que dans 30 ans. Dans le conseil métropolitain de vendredi dernier, il a été évoqué des investissements majeurs. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 800 millions d'euros sur les 15 ans à venir. Parce que c'est de ces échelles-là, en fait, dont on parle. Pour la consommation d'eau aussi dans nos régions qui sont des régions touristiques, il faut aussi que nos élus se rendent compte que si on fait venir de plus en plus de monde sur la côte, on accroît énormément les besoins en eau et la consommation. Et là, on arrive, au moins, je pense au département de la Vendée, on arrive à une limite, quoi. C'est-à-dire que l'été, quand il y a tous les touristes qui sont là, eh bien, on n'a pas assez de ressources en eau pratiquement pour satisfaire ses besoins, parce que, comme vous l'avez dit, on est dans des régions où il n'y a pas de ressources souterraines importantes. Et en Vendée, bon, ben, ils ont eu le nez fin à une époque de construire pas mal de barrages pour avoir des réserves d'eau pour pouvoir alimenter la côte l'été. Mais maintenant, on arrive à un stade où il suffit d'une période un peu plus sèche
pour que les barrages ne se remplissent pas entièrement, ben ça pose des problèmes pour approvisionner en eau tout le littoral, quoi, hein. Et ça, c'est quand même des questions qu'on a à se poser, même chez nous. On a ici une population qui tend à augmenter régulièrement d'année en année. Or, les ressources en eau, elles ne sont pas inépuisables. Est-ce que le besoin que chacun prenne conscience de la situation ne peut pas nous amener à un régime politique de plus en plus autoritaire? La révolte et le vote. Avant ça nous amenait des régimes raison gratis. Je pense qu'actuellement, ce qu'on voit, c'est quand même la montée d'un certain nombre de plans politiques où on dit que le changement climatique, c'est pas le problème. Hein. On désigne des boucs émissaires que je nommerai pas ici. Voilà, et on parle pas, ouais, enfin d'autres, et on parle pas, et voilà, et donc en période de stress et de choses qu'on n'arrive pas à gérer, la politique du bouc émissaire est quand même tout à fait intéressante. Et je pense qu'avant d'arriver à des régimes autoritaires qui nous font aller vers du mieux, on va se taper des régimes autoritaires qui nient ces réalités-là en désignant des boucs émissaires. Je pense. C'est ce qu'on voit. Mais c'est une étape peut-être obligatoire à franchir. Il y a une citation que je reproduis. Voilà, quelqu'un qui avait dit, c'est celui qui a créé le Parti communiste italien. Il a dit un truc du genre comme ça, j'essaie de le répéter. Hein. Il a dit la crise, c'est quand. C'est quoi? Il va définir la crise, c'est quand l'ancien est mort et que le nouveau ne peut pas naître. Et il a dit de cet interrègne peuvent émerger quantité de monstres. Voilà. Oui, et je pense qu'on est dedans. Et les monstres, on les voit déjà apparaître, et je pense qu'on va les voir. Bon, on peut en citer caricaturalement quelques-uns, Poutine, Xi Jinping, voilà, Netanyahou, les monstres Trump, hein, les monstres, il y en a pas mal en ce moment, puis il y en a plus près de chez nous. Et je pense que c'est la question, l'ancien est mort et on ne sait pas quoi mettre à la place. Donc cette personne était assez visionnaire, je trouve, dans sa description de qu'est-ce que c'est la crise, c'est quand le nouveau ne peut pas naître. Voilà. C'est bien pour conclure. Là, je crois que là...